Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Jean-Pierre Saunier, je suis guide raélien et comme tous les mois, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette soirée de dîner virtuel autour d'un guide raélien. Chaque, chaque premier mercredi du mois, les Raéliens invitent les personnes de leur choix qui sont sensibles à l'activité du mouvement et au contenu des messages qu'ils diffusent à travers la planète, souhaitent faire notre connaissance et découvrir un petit peu plus de ce qu'elles ont déjà entendu ou lu ici et là. Ce soir, nous allons aborder un sujet que nous avons développé le 20 février lors de l'émission Tout là-haut dans le ciel et qui a généré, il faut le dire, beaucoup de réactions intéressantes. J'ai le plaisir d'accueillir la personne qui nous a présenté ce sujet délicat qu'est la surpopulation planétaire et qui revient pour nous apporter plus de lumière sur ce sujet. J'accueille Chilik, guide du Congo Mfwa, responsable international au sein du mouvement raélien, de l'étude et de l'approche, on va dire, diplomatique pour la mise en œuvre de cette gigantesque mission. Chilik, bonsoir, très heureux de te revoir et de t'entendre nous donner plus de lumière sur cet énorme dossier, tant politique que sociétal, social et culturel. Mais tout d'abord, avant toute chose, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, bien pourrais-tu nous parler un peu de toi, de manière à ce qu'on puisse te découvrir? Ça fait 35 ans que je suis raélien. J'ai découvert les messages du mouvement raélien en 1986. C'était au mois de février. Je me rappelle du jour comme hier. Le 11 février 1986, je suis tombé sur le livre qui dit la vérité. Et puis, j'avais 17 ans et puis j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, voilà. Et depuis là, j'ai fait mon baptême le 7 octobre 1990. On va dire ça comme ça. Parce qu'entre février 86 et octobre 90, il n'y avait pas de guide ici. Il y avait quelques raéliens, mais il n'y avait pas de guide. Le premier guide, lorsqu'il est passé en 1979 et en 1983 ici, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Je n'étais pas encore raélien. Et donc, j'ai dû attendre le premier guide qui peut faire les baptêmes en tant que tel, Léonaël Kikomo, qui m'a donc fait ma TPC le 7 octobre 1990. Et depuis là, je suis là. Voilà, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai vécu 10 ans, aux côtés donc du guide continental Zalo Azael et du guide continental actuel qui était à l'époque son assistant et qui est devenu guide continental Taïe Ouan. Et je lui dis je suis très proche de lui. Quand je suis à Abidjan, je suis chez lui, j'habite avec lui, chez lui. Et tous les soirs, on mange ensemble, on parle raélien, on dévise raélien, mais on ne fait que ça. Et donc, je suis rentré au Congo. J'étais venu pour des stages. C'est mon pays. Je suis né ici, à Brazzaville, en foi, comme on l'appelle ici. Et à la fin de ce stage, qui avait été conduit par le prophète lui-même, Raël, à Brazzaville en 2005, en décembre 2005, et bien, le 31 décembre, Raël m'appelle sur le podium. Je suis guide national. Ben, je dois rester à Brazzaville. Et depuis lors, ben, je suis resté là. J'ai été guide national 15 ans. C'est seulement le 29 décembre dernier que j'ai rendu le tablier pour d'autres responsabilités. Je me retrouve, voilà, depuis quelques mois, responsable de cette cellule-là que je conduis. Je suis guide évêque depuis, ça fait combien d'années? 4, 5 ans, 7 ans? Je ne sais plus. Oui, je suis guide évêque et guide depuis 2004, guide national en 2005, guide évêque en 2011. Puis depuis là, je suis là. Voilà un peu de façon ramassée Tchélik. Alors, au niveau professionnel, je suis enseignant. Je sais seulement dire les choses aux gens et les écrire sur un tableau. Voilà. J'enseigne à l'université de Brazzaville la mécanique. C'est des mathématiques appliquées. Et puis, voilà. Voilà, voilà ce que je suis. Voilà, me voilà présenté. Jean-Pierre, j'espère que j'ai fait ce que tu voulais que je fasse. Merci, Chilik. Voilà, nous savons maintenant qui tu es, quel est ton parcours, et ce n'est pas rien. Nous allons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nous avons abordé lors de l'émission Tout là-haut dans le ciel du samedi 20 février ce sujet très sensible qui fait couler beaucoup d'encre dans tous les ministères et organismes chargés d'en étudier le contenu et surtout d'y amener la solution sur ce sujet sensible qui est la surpopulation.
Dans cette émission, samedi, nous avons mis en évidence les points qui animent, on doit le dire, des passions et qui réclament plus de lumière quant à leur analyse et à la résolution, et notamment en ce qui concerne le nombre d'enfants. Combien d'enfants doivent être acceptés par famille dans ce monde qui court à la catastrophe aujourd'hui si on ne contrôle pas les naissances à l'échelle mondiale? Nous avons évoqué l'idée de 2 enfants pour équilibrer une population qui risque d'entrer en surpopulation. Nous avons dépassé ce stade et là, on devrait parler déjà maintenant d'un seul enfant lors d'une surpopulation semblable à celle qui est en train de se présenter aujourd'hui sur Terre. Le fait de demander, appelons ça, un strict consentement à la population a soulevé quelques réactions parmi notre public ce samedi 20. Un deuxième point tout aussi important est apparu, c'est une des conséquences dans le temps, bien sûr, des brassages des cultures et aussi des races allant d'un pays, d'un continent à l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à une évidence, une résultante tout à fait naturelle, c'est la disparition des souches existantes sur la Terre. On en a 7, les Elohim ont créé 7 races sur la Terre lorsqu'ils sont venus créer la vie. Avec le temps et ce brassage incessant maintenant, avec les moyens de transport et tout ce qu'on connaît actuellement comme progrès, eh bien, on va voir disparaître ces 7 souches pour n'en voir naître spontanément une seule race humaine qui va porter en elle, c'est vrai, l'ensemble des empreintes génétiques de toutes ces populations qui sont mélangées entre elles. Voilà. Et là, dans les propos que nous avons échangés, on a abordé le sujet qu'il y avait aussi des choses à tenir en compte au niveau des populations, avec ici et là de la surpopulation et d'autres endroits de la sous-population. Et là se pose la question, est-ce qu'on fait un standard de 1 par famille, point barre, ou est-ce qu'on regarde intelligemment, avec sensibilité ou autre, d'autres réponses ou échéances, quoi. Ça, c'est déjà un des points principaux. C'est un sujet qui réclame beaucoup de compréhension, d'attention et surtout, comme tu le dis, beaucoup de gentillesse pour l'aborder efficacement. Alors, comment souhaites-tu, avec ton équipe, aborder ce sujet? Quel sera le discours à tenir auprès des peuples, des influenceurs, des décideurs, pour que chacun entende bien et surtout comprenne l'importance de ce signal d'alerte que nous allons apporter, que nous allons transmettre dans notre message. Je vais te laisser la parole et puis bon parcours à nous tous pour découvrir ce que va être aussi notre mission quelque part. Alors évidemment, c'est des questions pertinentes, et sur lesquelles j'allais dire beaucoup d'encre, beaucoup de salive est en train de couler déjà. On va dire ça comme ça. Mais ce que j'ai dit la dernière fois, je crois que je peux le redire simplement ceci. D'abord, je vais le dire, c'est des pistes sur lesquelles il faudrait regarder. Et lorsque il y a des problèmes à résoudre sur un système, n'importe lequel, j'avais indiqué qu'il y a la résolution ou la vue de façon globale et du système et du problème, et la vue ou l'impact local et du problème et du système. Regardez comme ça. Je dis n'importe quoi. On voit qu'une personne considérée comme un système est en train de grossir. Globalement, on dit qu'elle prend du volume. Mais est-ce que c'est vrai localement, partout? Est-ce que cette prise de volume est homogène? C'est le mot qui conviendrait. Ça, c'est une réponse qu'on obtient de façon locale. Donc, une étude locale qui vient donner réponse à cela. Mais globalement, on voit que la personne grossit. On peut dire oui, elle grossit. C'est donc un peu ça. C'est pareil pour toutes les questions et donc même pour la surpopulation. Alors, moi, ce que j'avais indiqué, c'est que quand on regarde la question de la surpopulation en 1973, lorsque les Elohim
nous apporte le message à travers le prophète Raël, le problème va se poser très très rapidement. C'est ainsi qu'il est dit. Oui. Et quand on voit le chiffre, nous sommes à peu près 3,5 milliards en 73. Le problème va se poser très très rapidement. Et dans les messages, c'est indiqué clairement que la résolution de ce problème sera une preuve de ce que nous, hommes de la Terre, soyons ou puissions hériter de leur sagesse, de leur savoir, etc. Quand on lit des Elohim, c'est bien noté comme ça. Et quand on lit le texte, c'est comme ça que moi je le perçois, que je l'avais compris. Donc le problème ne s'était pas encore posé, mais qu'il allait se poser. Très très rapidement, il fallait le voir. Mais je l'ai indiqué, les gens intelligents n'attendent pas que le problème se pose pour commencer à y réfléchir, pour commencer à prévenir ce qui pourrait arriver comme conséquences fâcheuses. Donc, c'est bien qu'on commence à y réfléchir. Et dans les messages, les élèves indiquent que chez eux, ils avaient résolu le problème en 2 égale 2. C'est 2 égale 2. Si 2 égale 2, 2 parents, 2 enfants. Et puis le problème est réglé, ça stabilise la population. Ça pourrait être effectivement la solution à notre problème ici. Il faut être comme ça, c'est mathématique, ça va résoudre, ça va stabiliser le problème ou la situation. Donc, de ne jamais atteindre la surpopulation. Alors, ça, c'est donc une façon de voir. Alors, une autre question, c'est si 3,5 milliards nous ne sommes pas encore en surpopulation, quand est-ce que même globalement, nous serions en surpopulation? Ça aussi, il faut qu'on l'établisse scientifiquement. Il y a des faits qui indiquent effectivement de façon très objective que nous sommes en surpopulation ici ou là. En général, dans les grandes villes, dans les villes et dans certains pays. Un pays comme le Japon qui consomme, et on va peut-être revenir sur la notion de consommer son propre territoire, jusqu'à 7 fois son territoire est manifestement en surpopulation, de façon globale, le Japon de façon globale. Donc, c'est de regarder, et globalement et localement, la Terre, par exemple, avec ses ressources, avec ce que seraient ses ressources. La Terre, la planète Terre entendue, quelle est la population, de façon globale, je dis, quelle population ferait que la Terre soit, mais objectivement, en surpopulation? Tout de suite. La réponse, on ne peut pas la donner seulement en termes de chiffres. Il faut regarder, et c'est à ça que je nous invite tous, certains paramètres. Et le principal paramètre, enfin, l'un des paramètres, je peux dire ainsi, pas le principal, l'un des paramètres, c'est notre rapport ou le rapport de cette population-là aux ressources, mais aussi à son impact vis-à-vis de l'environnement. Il faut regarder tout ça. Hein, de façon ramassée, j'avais indiqué que si vous êtes sur un territoire, par exemple, où il y a des gens qui n'arrivent pas à consommer le 10e de ce que serait leur superficie. En termes de rapport, hein, les ressources pour vivre, etc., l'énergie, mais aussi en retour les conséquences sur l'environnement, etc. On pourrait dire que là, ces gens-là ne seraient pas en surpopulation. Donc, ils seraient ainsi. S'ils ont aussi de l'espace pour se balader, etc., on pourrait dire ça. Mais dès lors qu'on se met dans une situation où, même quand il y a de l'espace pour y vivre, mais qu'on est obligé de consommer de l'énergie 4, 5 fois plus qu'il n'en fallait ou qu'il n'en faut, une énergie qui produit de la pollution qui est très néfaste pour non seulement l'environnement dans lequel on est, mais qui pourrait même détruire d'autres écosystèmes en dehors de l'environnement dans lequel on est. Quand on dit, par exemple, que le Japon consomme 7 fois plus que son propre territoire,
Ça veut dire qu'en termes de conséquences, ben, il faut multiplier fois 6, n'est-ce pas? Non, je veux le dire autrement. Il faut trouver 6 fois les territoires du Japon, mais ailleurs, qui vont donner des ressources pour les Japonais et qui vont être aussi des dépotoirs de déchets produits par la consommation des Japonais, etc. Donc 7 fois plus. Et là, on pourrait parler de surpopulation. Donc il faut regarder, il faut étudier tout ça et le mettre en musique avec ce que le prophète bien-aimé, notre prophète bien-aimé Raël, nous indique comme orientation, nous donne comme orientation la surpopulation. Dans les villes où on a des usines qui polluent, où les gens ne peuvent plus manger, les gens ne peuvent plus boire, etc. Et il faut avoir à importer des quantités énormes d'aliments, d'eau, etc. Ben, on est en surpopulation. C'est des faits. Et il faut résoudre le problème. Déjà, localement, à ce moment-là, il faut le résoudre. Maintenant, globalement, c'est de regarder. Si un problème arrive chez le voisin, toi, tu n'en as pas encore. Tu vas te tourner le pouce, tu vas dire que c'est chez ton voisin. Non, non, non. Tu vas commencer à regarder. Ah, si ça arrive là-bas, ça pourrait m'arriver ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans ce sens qu'on devra rentrer tous en musique pour regarder comment nous allons stabiliser à quel moment notre population pour pouvoir faire de la terre un véritable paradis, pour jouir de la terre. Parce que le but, c'est ça. Nous vivons pour être heureux. Nous vivons pour jouir de la terre. Il y a ça. On va dire ça, c'était de façon un peu brute, hein, sur la première question. Mais toujours sur la première question, il y a d'autres questions que soulève cette question de 2 égale 2 qu'il faudrait regarder. Je reprends. Si les ONG nous disent notre façon de résoudre ce problème, de notre manière à résoudre le problème, dépendra notre accès ou pas à leur héritage, c'est qu'effectivement, à ma compréhension, 2 égale 2, oui, mais il y a des choses que vous devez regarder parce qu'on dit, vous devez le résoudre. Donc 2 égale 2, mais vous devez résoudre le problème. Alors la question que j'ai soulevée la dernière fois, sur laquelle on devait aussi réfléchir. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'on va faire, on réfléchit. On n'a pas encore arrêté la ligne. Hein. Vous lisez les messages, les éléments créés 7 races sur la Terre. Pour reconnaître le nombre d'équipes, pour reconnaître le nombre d'équipes qui ont travaillé sur la Terre, il suffit de voir le nombre de races qu'il y a. Bon, donc on va dire il y a 7 races. Il y a des peuples ici, il y a des peuples là. Il y a les Chinois, les Japonais, les Asiatiques, il y a les Indiens, il y a les Européens, il y a les Noirs d'Afrique, il y a les Amérindiens, il y a les Noirs d'Australie. Aujourd'hui, quand on regarde la planète telle qu'elle est, il y en a qui sont en surpopulation vis-à-vis des autres. Je veux parler de est-ce que les parts d'hommes et de femmes de chaque groupe créé par les Elohim aujourd'hui reflètent ce que les Elohim avaient fait à la création. Je ne sais pas. Mais manifestement, non. Puisque pour certains peuples, c'est des interactions entre les peuples qui ont conduit à décimer, à faire disparaître. Mais comme on le fait pour certains animaux, comme on le fait pour certaines plantes, hein, etc. L'homme est un loup pour l'homme. Mais l'homme est un loup pour la terre aussi, est un prédateur pour la terre. Et donc, il faut qu'on regarde tout ça pour aller vers quelque chose de plus juste. Mais que ça rentre dans nos réflexions. Moi, je voulais que ça rentre dans nos réflexions. Que la solution que nous allons, que la voie, que la ligne que nous trouverons procède de toutes ces questions-là, de l'analyse de toutes ces questions. J'ai souvent indiqué sur la question l'exemple des Noirs de Tasmanie, que j'ai découvert justement en réfléchissant sur ces questions de surpopulation. Les Noirs de Tasmanie. Il y a à peu près un siècle et demi ou deux, ben, ils étaient presque aussi nombreux que, j'allais dire, certaines populations aujourd'hui. Là.
1 million, 1 million. Si on vient de trouver, il y a à peu près un siècle et demi, 2 siècles, une population qui a 1 million et demi, 2 millions d'individus, et qu'aujourd'hui, qu'elle se retrouve à 50 000 hommes ou à zéro, comme cela semble être le cas pour les Noirs de Tasmanie, je pense qu'il y a quand même un problème. Pour les Noirs de Tasmanie, je crains qu'il ne soit trop tard, puisque de ce que je dis sur la question, ben, c'est qu'il n'y en aurait plus du tout. Que les descendants de ces Noirs qui sont là sont des métis, mais les Noirs, on va dire, ceux qui étaient la dernière, les noms comme ça, j'ai oublié, se remontent au milieu du siècle dernier. Bon, donc on pourrait dire que c'est trop tard. Serait-ce correct que nous, aujourd'hui, avec cette disparité, que nous aurons crié, que la Terre, que les hommes de la Terre auraient crié, que nous puissions après qu'il y a, maintenant qu'il y a des situations, qu'il y a un problème, qu'on dise, bon, maintenant, allez, à tout le monde, 2 égale 2. Là-bas, il y a combien de Noirs de Tasmanie? Il y en a 2. Donc, vous ne ferez que 2 enfants. Ici, il y a presque 2 milliards de Chinois. Vous faites aussi 2 égale 2. Là, il y a 1,5 milliard d'Indiens. Allez-y. Il y a 1,3 milliard de Noirs. Allez-y, ainsi de suite. Je pense qu'il faut regarder. Et donc, pour moi, tout ceci rentre dans 2 égale 2, oui, mais regardez bien comment vous allez mettre en application tout ça. Et j'avais essayé de montrer ce que ça pourrait être 2 égale 2. En mathématiques, on le fait. Globalement, c'est 2 égale 2. Mais on équilibre. S'il y a un problème, on a dit, le gars, il est en train de grossir, mais il y a tel organe qui est en train de maigrir parce qu'il manque des choses, on va faire en sorte que l'organe qui est en train de maigrir, parce que ça peut être dangereux pour tout l'organisme, ben, qu'il puisse grossir pour rattraper les autres, je ne sais pas quoi, se mettre en équilibre pour que tout l'organisme soit en équilibre. Ça pourrait être ainsi. Mais encore, il faut définir certains organes. Tous les organes n'ont pas forcément à avoir la même taille, etc. Mais c'est de définir tout ça. Il y a matière à réfléchir, il y a matière à travailler. Mais dans le 2 égale 2. J'avais dit un truc simple, par exemple, mais ça, c'est pour juste montrer que le 2 égale 2 peut ne pas être 2 égale 2 partout. Globalement, on va faire, quand on fait l'équilibre, l'équation pour la Terre de façon globale, on aurait effectivement 2 égale 2. Mais quand on va regarder de façon locale, pour tenter de réparer certains déséquilibres, etc., j'avais dit, on pourrait faire ici, là, 1,1 égale 2, mais là, 3 égale 2. De sorte que globalement, je dis n'importe quoi, mais de sorte que globalement, que nous ayons 2 égale 2. Ça, c'est une première façon de voir la chose. Et je vois. La deuxième question, effectivement, elle le ramène on l'avait appelé le melting point, le mélange de toutes les races. Jean-Pierre, tu me demandes qu'est-ce que j'en pense. Raël a indiqué qu'aujourd'hui, les Elohim sont mélangés. Ils n'ont plus qu'une seule race. Et il faut que nous allions vers ça. Il faut que nous allions vers ça. Et ce mélange-là, ce mélange des Elohim aujourd'hui, là aussi, il y a des questions qu'on peut se poser tous à chacun. Mais il faut regarder. De quoi est-il fait? Si on fait un mélange, je prends un exemple simple, hein, que des blancs caucasiens et des noirs d'Afrique, on aura des métis, et que tous les autres là, les Chinois, les Japonais, les Indiens, les Amérindiens, et qui d'autres, les Arabes, etc., on les détruit tous. On aura une seule race. Cette race-là serait-elle une race comme celle des Elohim aujourd'hui? Je crois que non. Moi, je pense que la race qui va faire la race de l'humanité, c'est la race qui permettra de rassembler toute la diversité, mais et au niveau génétique, et au niveau culturel, et tout, des peuples que les Elohim ont créés sur la terre. C'est une façon de voir. Ça peut se discuter. Parce que quand les Elohim viennent sur la terre, ils continuent d'indiquer qu'il y a 7 provinces chez eux. 7 provinces qui représentent une certaine
culture, peut-être, je n'en sais rien, mais je pense que oui. Peut-être même avec des stigmates de race, mais en tout cas, les Elohim sont représentés par cette province, je vais dire ça comme ça. Chaque province organise des concours pour avoir ceux qui vont aller sur l'appel des éternels, etc. Vous savez tout ça. Donc, c'est de regarder toutes ces questions-là, mais d'y réfléchir en profondeur tel qu'on le fait là. J'aime que nous le fassions comme ça, j'aime que justement que j'essaie de vous partager la vision ou la démarche, c'est pas une vision, c'est la démarche qui est la mienne. Nous avons une certaine expertise aujourd'hui et une certaine expérience qui devait nous permettre d'asseoir un discours objectif puissant, juste, équilibré pour toute la terre, plutôt que de s'arrêter sur les discours de ceux qui gagnent les guerres et qui imposent souvent les solutions, mais qui n'aident pas l'humanité. Hein. Il y a plein d'acteurs, pas des acteurs, ceux qui font les films, là, comment on les appelle, les metteurs en scène, les réalisateurs, oui. Voilà, ceux qui font des films qui nous ont déjà montré plein de choses comme ça, où on a eu des peuples qui ont pris le dessus sur d'autres, et puis ils ont dominé, etc., massacré tous les autres parce que c'était les plus puissants, mais finalement, ils se retrouvent seuls. J'ai fait un film comme ça, j'ai oublié le titre, et puis finalement, tout seul, et voilà que ça devient une régression bizarre, parce qu'il manque ceci, il manque cela, et à la fin, on se rend compte qu'il fallait qu'il y ait ci, il fallait qu'il y ait ça, eh bien, on est passé à côté du coche, finalement, c'est tout le monde qui s'en va. On a voulu éliminer certains, finalement, c'est tout le monde qui s'en va. C'est tout ça que nous devons regarder ensemble pour construire, je pense, quelque chose qui va véritablement aider l'humanité. Voilà, de façon ramassée, hein, ce que j'ai plus ou moins dit, je crois, la dernière fois, sans rentrer dans les détails. J'avais déjà indiqué que les questions d'immigration ne sont pas une illustration, en ce qui me concerne, tout au moins, là, c'est vraiment moi, quoi, de ce qu'il y aurait surpopulation. S'il y en a qui sont au soleil et puis il y en a d'autres qui sont dans un environnement qui considère qu'il n'est pas bien, mais à tort même parfois, et souvent c'est à tort, on va tous se ruer vers ce qui serait comme être le soleil, mais à tort, quoi. Et encore que, là encore une fois, les médias, on les connaît tous bien depuis longtemps, les Raéliens ont été parmi les premiers à dire sur la Terre, ici, là, en tout cas, moi j'ai entendu ça pour la plupart chez les Raéliens, les médias menteurs, aujourd'hui, toute la Terre est en train de parler un peu comme nous, autour de la crise, donc de la pandémie, la pseudo-pandémie, de là où est du coronavirus 19. On voit bien que le plus souvent, ça a été le cas, on nous fait du bruit à la télévision et à la radio sur une situation. Le plus souvent, on fait de grand bruit sur la situation de l'immigration de ceux qui traversent la Méditerranée, donc au de l'Afrique en particulier, pour l'Europe, et donc illustrant ainsi qu'il y aurait surpopulation donc, en Afrique. Et c'est pour ça que donc, les gens, il n'y a plus à manger en Afrique, et donc ils vont traverser pour aller en Europe et aller aggraver la situation de surpopulation qui est, mais qui est déjà, on va dire, du point de vue local, serait déjà là. C'est moi, je peux me permettre de dire que, par exemple, en ce qui concerne l'Europe, l'Europe semble être effectivement, je dis, parce qu'il faut regarder, il faut travailler, et nous sommes sur cette voie en surpopulation, mais c'est par rapport à ce qu'elle consomme, c'est par rapport à ses ressources. Quand on regarde ce que les pays de l'Europe centrale consomment en termes de carburant, ah ben c'est énorme. En termes d'énergie électrique, c'est terrible. Ce que le Congo consomme en énergie électrique ici, c'est quoi? Peut-être un quartier de l'Île-de-France, même pas c'est pas la petite ville de France que je ne connais pas. Mais c'est ce que consommerait tout le Congo en un an. Il faut regarder tout ça. Il faut regarder tout ça. Et quand on regarde comme ça, je l'ai indiqué tout à l'heure, ceux qui ont des foyers où il n'y a que 2 enfants, on a un foyer où il y a 2 parents, 2 enfants, en Europe, à cause du confort, à cause de l'argent, à cause de l'énergie, l'électricité, tout le monde veut l'électricité, il faut de l'électricité. Eh bien, les 2 enfants, chacun a une voiture, parce qu'il y a de l'argent, chacun a un ordinateur, chacun a un smartphone, chacun a je ne sais quel appareil de musique qui consomme de l'électricité, un chauffage de la chambre, un ventilateur, une télévision, etc.
les enfants et les parents, en plus de l'énergie qu'il faut, en plus de l'énergie qu'il faut pour le chauffage. Donc, dans chaque chambre, il faut un chauffage. Peut-être même que ce chauffage pourrait être, je ne sais pas moi, personnalisé, etc. En termes de consommation d'énergie, ça va être énorme. Mais en termes de déchets, de pollution, du fait de cette consommation d'énergie, ça va être aussi énorme. Raël l'indique dans la vidéo que nous avons vue la dernière fois pour ceux qui étaient de Fukushima. Et là, nous avons un problème. Si nous ne savons pas nettoyer la saleté que nous produisent nos usines de production d'énergie électrique, par exemple, le nucléaire ou les autres, les carburants, les gaz, etc., il y a un problème. Donc, nous salissons, nous polluons et détruisons en un temps court de grands espaces, n'est-ce pas, qui massacrent l'environnement, tuent les animaux, les végétaux, etc., et nous mettons de fait dans une situation de surpopulation. 4 personnes en Europe ou aux États-Unis, dans une maison, famille moyenne, mais ne consommeraient pas. On pourrait regarder ce que consomment, elle même dit pas 50 personnes hein, dans un village du Congo. On peut regarder ça. De toute façon, dans les villages du Congo, la plupart, s'il y a de l'électricité, c'est dans la maison du préfet, dans la, on appelle ça le centre de jeunesse, ou bien ce qui fait office de bibliothèque du village, ou bien la mairie ou la sous-préfecture. Tout le monde est dans le noir. Pas de fer à repasser, pas de télévision, pas de smartphone, pas d'ordinateur. Elles ne s'en consomment pas. Et le village compte 4 000, 5 000 personnes. Et ils vivent. Comment ils vont? L'agriculture est même une agriculture tout à fait artisanale. À la houe, à la charrue traditionnelle, avec pelle, râteau, coupe-coupe, etc. Donc, même le tracteur qui pourrait consommer du carburant et polluer, ça ne pollue pas. Donc, on pourrait évaluer l'impact sur l'environnement de 4 personnes aux États-Unis, par exemple, ou en Europe, et l'impact sur l'environnement de 4 personnes au Japon, de 4 personnes en Chine, de 4 personnes d'un foyer de 2 parents, 2 enfants en Afrique, en Amérique latine, en Australie, et regardez où est-ce qu'il y a des problèmes, où est-ce qu'on est en danger de problèmes de surpopulation ou pas. Voilà un peu les questions que soulève, mais je veux les soulever. Je veux qu'on en tienne compte, je veux qu'on en parle, tout simplement. On n'a pas encore arrêté la ligne, mais je veux qu'on en parle. Je veux que dans nos débats, pour ceux qui font partie de la cellule GOC, que nous puissions en discuter, parce que j'ai vu, chaque fois que je lance comme ça, là, ça bloque, qu'on en parle et qu'on sorte quelque chose, une solution qui va tenir compte de tout ça, en suivant la ligne que nous a indiquée, et les Elohim et notre prophète bien-aimé, le Maitreya Raël. Je pourrais aller encore dans des exemples, mais ce serait pour détailler, tout simplement montrer que ce n'est pas si évident que ça. Il faut vraiment qu'on regarde. Ce n'est pas si évident que ça. Les problèmes comme je l'ai dit, mais pour tout être, ils sont vus, ils doivent être vus de cette façon-là, et globalement et localement. Le plus souvent, la résolution locale superposée va donner une résolution globale, mais très rarement, la résolution globale pourrait être la solution de la résolution au niveau local. Et risquerait de créer encore plus d'injustice, etc. C'est super, oui. Voilà un peu, voilà, je crois que je peux m'arrêter là. Oui, Chélix, c'est formidable ce que tu développes là, c'est une bonne prise de conscience. Je pense que ça génère quand même comment dire, des questions, des interrogations. Es-tu prêt à répondre aux questions qui pourraient jaillir là? Pas de souci, je vais essayer. Donc, nous sommes en réflexion. Oui. Nous sommes en réflexion, donc j'enregistre. Si je n'ai pas réponse, on va tous chercher ensemble les réponses. Formidable. Deux enfants aux questions qui se posent à nous. Hein, au lieu que ce soit 2 enfants par couple, ce serait mieux 2 enfants par couple. Parce que les couples ne restent pas toujours ensemble. Et si la femme rencontre une autre personne, il ne faut plus qu'elle fasse des enfants avec l'autre personne, avec l'autre partenaire.
Donc, ce serait mieux 2 enfants par femme. Alors, je ne sais pas qui parle, c'est Angelo, je crois. C'est Angelo, oui. Angelo. Mais je n'entends pas bien. Ah bon? Je ne sais pas. Je ne suis pas le seul, je ne sais pas si je suis le seul de la situation, mais là, je ne t'entends vraiment pas. La question est, lorsque les couples, par exemple, il y a des divorces et autres, des séparations, qu'est-ce qui se passe justement quand il y a eu 2 enfants dans le couple et puis qu'il y a séparation et qu'un des membres se remarie, qu'est-ce que ça donne, quoi? Bon, Ouais. C'est pour ça que ça devrait être que 2 par femme. Pas plus. bon, nous sommes en train de regarder la question, je l'ai dit tantôt, en termes de politique. Maintenant, évidemment, le local peut être encore rendu plus local, arriver jusqu'au niveau individuel de chacun. Parce que là, il s'agirait de regarder véritablement pour chaque individu, en tant qu'individu. Cette fois-ci, ce n'est plus en tant qu'humanité, en tant que groupe, en tant que société, mais en tant qu'individu. Qu'est-ce qu'on cherche? On a été mariés, on a fait un bébé, et puis on a divorcé. On se marie encore. On veut encore faire un bébé. Pourquoi? Pour faire quoi? C'est à ça qu'on doit réfléchir. Parce que un enfant, ça répond à une question que moi je considère globale. Le fait d'avoir des bébés ou un bébé apporte, oui, ça part de bonheur, on va dire comme ça. Mais il faut se rappeler, en tant que raélien, déjà, mais aussi, on va essayer de le dire à toute la planète, à tout le monde, que la reproduction, ça sert à l'espèce. Ça ne sert vraiment pas à l'individu. Il faut le dire. Ça sert à l'espèce. Donc l'humanité tout entière, dans sa globalité. On fait des bébés, c'est pour l'humanité. C'est pas pour se faire plaisir, individuellement, égoïstement. Avoir un petit bébé de la cour, et puis bon, ça apporte sa part de bonheur, mais bon. Donc c'est de regarder. Et c'est à nous, justement, Raëliens, guide pour l'humanité entière, de faire comprendre ça aux gens. Ce qui nous rend heureux, mais directement, notre bonheur direct, en ce qui concerne ce qui serait relatif au sexe, parce que les bébés, c'est relatif au sexe, c'est de faire du 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 sexe, faire de l'amour. Ça c'est bien. Tu te maries pour ça. Tu as encore assez d'énergie. Et tu veux jouir, ah ben vas-y, marie-toi pour jouir. Ne te marie même pas, le mariage est inutile. Trouver un compagnon ou une compagne, et puis jouissez, elle est à fond. Mais les bébés, regarde, tu as fait un bébé pour l'humanité, on va dire, si ça devait faire sa part, tu auras fait ta part. Et là, il faut, les choses, ça va être notre travail, ça, justement, de sortir un discours qui va faire prendre conscience à tout le monde de ce qu'il en est, de ce qu'il faut faire. Par exemple, je prends chez moi, ici, là où je suis, là, au Congo-Brazzaville. Bon, on n'est pas très nombreux, c'est vrai. Sur 340 000 km², il n'y a que 4 millions de gens. On n'est pas très nombreux. N'empêche que nous ayons des enfants qui sont abandonnés. Mais beaucoup. Des filles qui ont pris des grossesses, qui ne voulaient pas faire des bébés, et puis elles n'ont pas pu peut-être avorter, je ne sais rien. Eh bien, un matin, elle a les douleurs de l'accouchement, elle accouche, elle laisse le bébé dans un coin et puis elle s'en va. Un service vient ramasser un bébé qui n'a pas de parent, mais qui est là. Bon, l'enfant est déjà né. On fait comment? Né par une personne qui n'est pas éduquée, né par une personne qui ne voulait pas un enfant, né par une question, je ne sais pas quoi, mais l'enfant. Et des enfants de ce genre, déjà, il y en a beaucoup. Vous voulez des enfants? Vous vous êtes remariés? Vous voulez un enfant? Mais allez en adopter, il y en a qui sont déjà là. Allez en adopter, et puis bon, ils sont déjà là. S'ils sont déjà là, on ne va pas les assassiner, on ne va pas les tuer. Oui, après on va dire, ben oui, donc ça va encourager peut-être les gens à faire des autres. Non, non, non. Ces problèmes-là, ces phénomènes-là vont demeurer. Nous n'aurons pas tous, de façon globale, le même niveau de conscience. Tous. Il y aura des fous, il y aura des attardés, il y aura des un peu plus intelligents, etc., des super intelligents, des génies, des plus conscients. Mais c'est tout ça qui fait. C'est cette diversité-là qui va faire l'humanité. Il faut que globalement, dans les solutions à nos problèmes,
que ben, tous ces cas de figure-là soient pris en compte pour nous apporter une solution intelligente. Une solution intelligente. C'est pour ça que ce n'est pas facile. C'est pour ça que la question est assez délicate. Donc, on ne va pas s'arrêter à dire, écoutez, moi j'étais marié, les messages ont dit, puis donc, non, 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 non. Il faut que nous ayons un niveau de conscience encore plus élevé, je pense, pour regarder la question de façon gentille. Le partage, c'est une de nos valeurs. Là, je parle en tant que raélien, et de regarder ce qui est le plus important. Si c'est pour être vraiment heureux, parce que toi, il te faut à tout prix un bébé de ta cour, de ta maison, de ton foyer, qui te rendrait heureux, bon, ce n'est pas grave. Tu peux en adopter. Il y en a mieux. Mais pour un petit chien ou un petit chat, tu peux aussi adopter, si c'est un bébé, le petit chien, le petit chat ou un autre animal, c'est presque pareil. Hein? Ça crée des dégâts, ça déchire, ça crie, ça chie partout, ça pisse partout. C'est presque pareil. Donc, pour ceux qui seraient dans cette situation-là, il s'agirait de voir comment on pourrait éduquer les gens à résoudre cette question-là, de se sentir honteux de s'occuper d'un bébé et que cela rapporte une certaine part de bonheur, etc. De cette manière-là, mais globalement, quand on regarde les choses. Est-ce que la part de bonheur, ou une autre question qu'on pourrait regarder, la part de bonheur qu'on aurait lorsqu'on a un bébé, c'est une part du fait de se revoir à travers cet enfant-là. On se regarde, l'enfant porte mes gènes, et puis c'est à ce moment-là qu'on est heureux. Regardons bien. Donc, pour faire court, Angelo, je pense que cette question-là de se marier, le mariage est inutile. Le mariage est inutile. Tu t'es marié ou tu as fait un enfant, on va dire comme ça, avec une femme. L'enfant en question, quand vous faisiez le bébé, c'est toi qui voulais avoir le bébé. Je veux un bébé. Tu auras eu ton bébé. C'est tout. Si tu te remaries après, c'est fini. Tu ne veux plus de bébé. C'est ce que je dis. Hein. Pas plus de deux par femme. Hein. Il ne faut pas qu'elle en fasse d'autres avec d'autres partenaires. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce serait une réponse globale. Là, je donne une réponse globale. Mais localement, non. On pourrait dire, ici, il y a déjà trop de bébés, plus de bébés du tout. Donc, faites plus de bébés. Une fois qu'elle a eu son compte, oui. Non, non, même sans avoir eu son compte. Ah bon? Même sans avoir eu son compte. C'est-à-dire que zéro bébé. Nous sommes dans une situation de population. On dit, maintenant là, ici, zéro bébé. Ah oui. Ah, oui, oui. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Et puis, on dirait, là-bas, 3 bébés par couple ou 4 pour justement régler ce que j'ai tenté de vous poser tout à l'heure comme une sorte de... Ça dépend de la grandeur du territoire aussi. Hein? Il y a plusieurs paramètres. C'est pour ça que j'ai dit, on regarde, on réfléchit. C'est plusieurs paramètres. Pas nécessairement, hein. Sur un petit territoire, on peut produire assez d'énergie, assez de ressources pour nourrir des gens. Sur un petit territoire. Si nous construisons des villes comme chez les Elohim, des villes immeubles, on ne va pas bouffer, n'est-ce pas, nos campagnes, on aurait des territoires, des étendues de terre qui pourraient nous nourrir, qui auraient plein d'animaux, etc. C'est de regarder. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faudrait regarder, mais on ne s'arrête pas sur, j'allais dire, de petits détails ici qui ne tiendraient pas compte d'autres détails là, etc. On va regarder ça et globalement et localement et sortir quelque chose qui serait assez pertinent. Ok. Adjira, comme j'ai dit, c'est une façon de voir. Et nous sommes en train de travailler à la construire. Et c'est ouvert. merci. Adjira, tu voulais poser une question également. Oui, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. OK. Alors, est-ce que nous sommes les seuls Raéliens à s'interroger sur ce sujet sensible qu'est la surpopulation, ou y a-t-il d'autres personnes, d'autres groupes de personnes qui ont pris conscience de l'importance de cette réflexion? Et la deuxième question, concrètement, vous faites quoi
sur le terrain, vous faites quoi? Vous faites des campagnes de sensibilisation, que ce soit au niveau de la contraception, que ce soit à tous les niveaux. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Là, pour le moment, vous êtes dans un débat de réflexion. Et moi, je m'interroge, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelles personnes vous rencontrez? Et quelle aide vous avez besoin dans votre équipe pour pouvoir faire avancer les choses? Parce que c'est quand même crucial, c'est important. On a un timing. Je pense que le temps qui nous est donné pour pouvoir résoudre ce genre de problème n'est pas si grand que ça, au vu de tout ce qui se passe sur cette planète en ce moment, même si on reste assez optimiste. Mais en étant objectif, vous faites quoi concrètement sur le terrain? Vous rencontrez qui? Quand vous dites je suis dans une réflexion, quelles sont les personnes qui sont autour de la table pour pouvoir avoir un débat sur ce sujet? Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, la deuxième réponse, elle est simple. On ne fait encore rien. Absolument rien, à part la réflexion. Et la cellule, elle est assez étoffée. C'est vrai que depuis un moment, je n'ai plus convoqué de réunion. Ce serait bien, ceux qui voudraient rejoindre la cellule, qu'ils la rejoignent. Hein. Nous sommes une bonne trentaine dans l'équipe, dont le vénérable Marcel Terrus, que j'ai aperçu, il est parti, que j'ai aperçu là. Et il y a eu de grands échanges. Mais c'est la réflexion d'abord. On ne va pas se précipiter. La réflexion d'abord. Alors, je ne l'ai pas noté. La première question, c'est donc sur le terrain, concrètement, pour l'instant, rien. Parce qu'on va dire quoi? On va faire quelle campagne? La campagne va dire quoi? Puisqu'on n'a pas encore arrêté notre ligne de communication. Voilà. Alors, je suis désolé, je n'ai pas noté la première question. Est-ce que nous sommes les seuls Raéliens non, à être justement, sensibles? on peut être les Ou est-ce seuls. qu'il y a d'autres groupes de personnes? Je ne sais pas. Depuis 2-3 ans, je l'observe. Nicolas Sarkozy, je l'ai vu parler de ça plusieurs fois à des colloques, à des réunions, etc. Il y a des institutions qui en parlent. Bon, l'ONU, l'UNICEF, le PNUD, enfin les grandes structures des Nations Unies, ils travaillent. Il y a même que, bon, c'est une spéculation. Une grosse spéculation. Tout le débat qu'il y a autour du vaccin ou du non-vaccin. On a l'impression qu'ils participent, n'est-ce pas, à ce débat sur la surpopulation. On a l'impression. On regarde. Parce que honnêtement, je l'ai dit tantôt, la pandémie du coronavirus, ou de la coronavirus, ou de la Covid, les Français, parfois, ils nous fatiguent avec ces choses-là. Enfin, coronavirus, le ou là. Mais quand on regarde les courbes, mais au niveau planétaire, mais il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de pandémie. Pourquoi ça tel temps s'organise, mais en un temps record, à faire des vaccins, etc. Les Africains doutent de ce vaccin, comme beaucoup d'autres gens partout sur la Terre, de ce qu'il soit un vaccin qui peut nous aider véritablement à lutter contre une pandémie qui n'en est pas manifestement. Parce qu'on communique les chiffres du Covid, mais très bien. Mais qui communique les chiffres du sida tout le temps, à la télévision, au journal, ou de la tuberculose, ou de du paludisme, je n'en sais rien. Combien de gens meurent de paludisme par heure sur la Terre? On sait, personne ne peut le dire. Mais tout le monde sait aujourd'hui combien il y a eu de morts de Covid ici, aujourd'hui, combien il y a eu de morts de Covid là. Mais je pense que ça peut, je n'en sais rien. Mais il faut regarder. Regardons bien. Parce qu'effectivement, il y a sûrement des groupes qui sont en train de travailler et qui ont d'autres solutions. Nous avons vu des documents comme ça où il y avait des groupes qui travaillaient. Alors, on devait être trop nombreux. Et puis, tel groupe là-bas est en train de se reproduire trop vite. Il faut tout faire pour les stériliser, pour qu'ils cessent de se reproduire. Ou bien il faut aller faire de la guerre pour essayer de réduire la population de manière brutale, etc. Non, on ne peut pas être les seuls, mais nous devons être les seuls à apporter la solution de l'humanité. La solution humanitariste. J'aime à dire la solution gentille. Pas les bouts de discours que nous entrevoyons ici et là, des structures, etc. Bon, en tout cas, chez moi, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu comme partout.
Si on entend des petits bouts de discours qui disent des choses un peu bizarres, il faut être vigilant sur les raisons de certaines guerres, sur les raisons de certaines épidémies ici et là, etc. La guerre biologique, la guerre chimique, la guerre, c'est possible. Mais des guerres, pourquoi? Mais pour résoudre un problème qui est, j'allais dire, naturel. Hein, si on était des animaux, les animaux ne calculent pas, ils ne réfléchissent pas, ils vivent. Le lion, il croit qu'il est le plus fort, il attaque toutes les gazelles, les antilopes et autres, il les bouffe. Mais quand il a fini de les bouffer, il se retrouve sans rien. Puis après, c'est lui-même qui est en train de mourir. On se bat parce qu'on pense qu'on est le plus fort, on va imposer sa solution, mais après, finalement, on est victime, je l'ai déjà dit, je pense. Donc, il faut qu'on regarde bien tout ça. On regarde bien tout ça et pour que, effectivement, mais non, on ne va pas non plus se précipiter dans une solution à la va-vite qui risque de nous tomber dessus. Aujourd'hui, on dit, en tout cas ici, de nos rumeurs ici, hein, un exemple simple. Hein. Si je vais de la rue en tant que raélien et je dis, on est devenu trop nombreux, il faut que 2 égale 2, on va me traiter d'un Illuminati. Et les Illuminati au Congo sont considérés comme des monstres qui veulent tuer la population. Ça va faire contre-production de diffusion des messages. Donc je dois faire attention, il faut que je regarde. Parce que dans les discours que nous avons ici dans l'opinion, c'est que les francs-maçons, les Illuminati, sont en train de trouver des solutions, parce que c'est eux qui disent le discours de la surpopulation. Ah, on devient trop nombreux. Ah, on n'aura pas de place, etc. Et donc, il faut massacrer certaines gens pour que certaines élites demeurent, etc. Ah, c'est ce qu'ils veulent faire. Gardez la paix pour eux seuls. Dès lors que j'irai dire 2 égale 2, on n'est pas sur la même ligne, on dirait, ça y est, voilà, c'est eux, les Illuminati. Mais nous, on diffuse de la rue ici. Hein. On n'est pas interdit de diffuser de la rue, mais on diffuse. Mais je dis ça, mais je peux me retrouver lapidé à mort. Parce que les gens n'aiment pas ça. On subit ça ici. Tous les hommes politiques ici sont des formations, sont des Illuminati, on les voit dans les chaînes de télévision, sur Internet, partout. Et quand on voit qu'on ne veut pas entretenir un hôpital comme il se doit, ou je ne sais pas quoi, parce que ça participerait à répondre à la préoccupation des Illuminati, c'est des spéculations, je dis, et donc on doit faire attention. Pour ne pas que, à tort, qu'on nous prenne, nous Raéliens, pour des gens qui voudraient massacrer la population, peut-être qu'on serait trop nombreux. Voilà. C'est très clair, ça, ce que tu dis, et c'est là où il faut, comme on le disait au début, avancer avec intelligence, sensibilité et bienveillance. Ce sont des mots qualificatifs forts, mais ce sont les meilleurs puisqu'ils sont habités et habillés d'amour, quoi. Ça, c'est la clé, c'est là où nous devons être très, très, très vigilants à ne pas véhiculer la peur dans notre sillage, quoi. D'autres questions, amis? Là, l'heure tourne, hein, l'heure tourne. Oui. Encore 2 questions et puis... Oui. Allô? Oui. Oui, oui, Thielik, en ce qui concerne la Covid, tu as raison, c'est une question de pouvoir. Mais je reviens sur la surpopulation. Est-ce que tu permets que Marcel nous parle un petit peu de ça, ton collaborateur? Ben, encore faut-il que Marcel ait envie d'en parler. Oh oui, oh oui. Enfin, est-ce que tu as envie, Marcel? D'accord, posez-lui la question. À toi la parole. Tu as le pouvoir. Le problème est que c'est un sujet absolument énorme. Et ce soir, nous avons abordé une bonne douzaine de problèmes particuliers que nous n'avons pas eu le temps de creuser. Alors, que te dire de manière très synthétique? Il n'est pas question de reprendre tout l'exposé, toute la conférence qui a été faite par Thielik. Je voudrais simplement, donc, en quelque sorte, botter en touche en disant que n'oublions pas que nous sommes ici parce que nous sommes réunis ici parce que nous avons une vocation, une mission qui est essentiellement philosophique. Or, quand on parle
du problème de la surpopulation, nous abordons un problème d'une toute autre nature et d'une toute autre orientation. Nous allons parler là des problèmes sociaux et des problèmes qui touchent beaucoup plus les sujets qui sont en rapport avec l'humanitarisme, avec tout ce que nous voulons faire dans le domaine du paradisme. Donc, on est vraiment là sur un sujet qui est à cheval, évidemment, sur une réflexion philosophique, mais qui est surtout sur un terrain politique. Social, et qui touche beaucoup plus le paradisme que la philosophie raélienne. Oui. Bien évidemment, nous éclairons ce sujet avec les messages, avec l'enseignement du Maitreya, nous mettons en perspective, mais au niveau de l'action, pour reprendre un petit peu ce que disait tout à l'heure Adjira, je pense que ce n'est pas la vocation du mouvement raélien de se jeter à fond sur le thème de la surpopulation. C'est bien que chacun sache de quoi il s'agit, mais au niveau de l'action, c'est beaucoup plus une action qui est dans le cadre de l'humanitarisme et de la géniocratie, qui est beaucoup plus dans le thème du paradisme que dans les sujets de la philosophie raélienne. Bon, ça c'est une remarque. Maintenant, pour poser le problème de façon un petit peu globale, avec une orientation un petit peu différente de celle qui a été faite. Actuellement, la population de la planète croît à raison de 1 milliard tous les 12 ans, 80 millions de plus par an. Ça, c'est le rythme de croissance. Alors, nous avons abordé le sujet du Covid. Le Covid, il est insignifiant par rapport à ce rythme. Le Covid fait des morts, c'est sûr, essentiellement des personnes de plus de 60 ans, c'est-à-dire que statistiquement, le Covid n'a strictement aucune information, aucune influence sur la croissance de population. Donc, ceci pour bien préciser que ce n'est pas le Covid qui va régler le problème de la surpopulation. En tout cas, la surpopulation se présente de façon globale, on en a parlé, mais il faut le voir également au niveau local. Parce que suivant les continents, suivant les pays, le problème ne se pose pas du tout pareil. Suivant que l'on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe en Afrique, on voit bien qu'on a des situations qui sont extrêmement différentes. En Europe, la population est en train de se stabiliser. La population est en train de vieillir. Et pour connaître l'évolution de la population, il y a un outil. Il ne faut pas simplement se focaliser sur la courbe de croissance globale. Bien évidemment, la courbe de croissance globale est assez inquiétante. Mais oublions la courbe de croissance locale pour essayer de comprendre ce qui se passe. Nous ne pouvons bâtir un programme d'action que si nous comprenons ce qui se passe, comprenons pourquoi il y a des fluctuations de population. L'outil qui permet de suivre la population, c'est la pyramide des âges. Et suivant les continents, suivant les pays, la pyramide des âges n'est pas du tout la même. Ce concept de pyramide des âges permet tout à la fois d'avoir une idée historique du passé, faire une photographie du jour et voir l'évolution vers quoi va la population. Dans les pays en voie de développement, comme était la France il y a de cela 2 siècles, le point d'inflexion de la grande courbe globale, c'est autour de 1750. Jusqu'à 1750, tous les pays du monde avaient la même courbe, la même pyramide des âges. Une pyramide basse, relativement écrasée. Elle était basse parce que l'espérance de vie était faible et parce qu'il fallait beaucoup d'enfants pour remplacer les gens qui mouraient. Puis, un événement s'est produit autour de 1750. Les progrès de la chimie, de la pharmacie, de la médecine ont permis tout d'un coup d'avoir une amélioration des conditions de vie, une augmentation de l'espérance de vie. La pyramide a changé de forme. Elle est devenue beaucoup plus haute et elle est devenue plus large. La pyramide a gonflé parce que les conditions de vie permettaient de faire manger tout le monde et de soigner les gens qui étaient malades. La pyramide très large, c'est la situation aujourd'hui de beaucoup de pays d'Afrique. Mais au fur et à mesure que la situation évolue, au fur et à mesure que les pays se développent, au fur et à mesure que les pays s'enrichissent, au fur et à mesure que l'éducation se développe, et en particulier que l'éducation des femmes se développe, et en particulier que l'émancipation des femmes se fait, on s'aperçoit qu'il y a une troisième phase qui apparaît.
La courbe n'est plus en pyramide, elle est en forme d'obus. C'est-à-dire que petit à petit, la base se rétrécit. Elle se rétrécit parce que quand les conditions de vie s'améliorent, quand on mange mieux, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'enfants pour en avoir quelques-uns qui survivent. Entre les pays en voie de développement et les pays développés, il y a un concept fondamental d'organisation de société. Dans les pays en voie de développement, il y a ce qu'on appelle des solidarités familiales et claniques. Dans les pays qui sont peu développés, il n'y a pas un système de sécurité sociale, de retraite des vieux, de protection collective. Et donc, comme il n'y a pas de protection collective, c'est la famille et le clan, ou la tribu, appelez ça, peu importe, qui est en quelque sorte l'espérance en cas de problème de la vie, ou en cas de problème dans la vieillesse. Donc, il est important d'avoir beaucoup d'enfants. À l'inverse, dans les pays qui sont très développés, dans les pays européens, aux États-Unis, il y a des systèmes de protection collective. Il y a des systèmes de protection avec le chômage, des systèmes de sécurité sociale pour quand on est malade, il y a des systèmes de retraite pour les vieux. On n'a donc plus besoin d'avoir les enfants en tant que sécurité pour la vieillesse. On n'a plus besoin d'avoir des enfants pour travailler à la ferme ou travailler dans les champs. Donc, de façon naturelle et spontanée, les enfants sont moins nombreux. Les couples ont moins d'enfants de façon naturelle et spontanée. Ce n'est pas la projection dans l'avenir, c'est ce qui s'est passé. Et donc, la pyramide devient un obus. À ce moment-là, une quatrième phase apparaît. La quatrième phase, c'est que la courbe se transforme en âge de pic. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'enfants, et au contraire, donc, de façon naturelle, ça gonfle. Et donc, il y a un vieillissement statistique de la population. C'est exactement ce qui se passe en Europe. En Allemagne, en France, il y a un vieillissement statistique de la population, on manque d'enfants, et c'est un moment particulier où on est fragile et où il faut compléter la main-d'œuvre par de l'importation de main-d'œuvre. En France, en Allemagne et dans l'ensemble des pays d'Europe, on importe massivement de la main-d'œuvre des pays, en particulier de l'Afrique, pour compenser les bras que nous n'avons pas. Beaucoup de gens viennent du Moyen-Orient, beaucoup de gens viennent d'Afrique, parce que nous avons besoin de bras. Donc, la phase 4, la pyramide s'est transformée en âge de pic. Et la phase 5, que nous ne verrons pas, c'est que cette âge de pic se transforme en colonne. Une colonne qui va croissant. Parce qu'il faut rentrer un nouvel élément dans notre raisonnement. C'est l'augmentation de l'espérance de vie. Nous sommes à la veille d'avoir des technologies qui nous pourraient permettre sensiblement d'avoir une espérance de vie beaucoup plus grande. Et au fur et à mesure que l'espérance de vie augmente, la hauteur de la colonne augmente. Et au fur et à mesure que la hauteur de la colonne augmente, il y a en même temps une prise de conscience qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'enfants. Donc, voyez les différentes phases. Il y a 5 phases. Petite pyramide, la pyramide gonfle, puis la base commence à se rétrécir, c'est l'obus, puis elle se rétrécit de plus en plus, période de crise, vieillissement de la population, c'est l'âge de pic, et l'âge de pic ensuite qui part vers le ciel, c'est la période de l'éloïmisation de la planète, avec l'expérience sensible de l'espérance de vie. Rappelons-nous que dans tout ce qu'on est en train de dire, on zappe des tas d'éléments. Quand on dit un enfant, 2 enfants par couple, alors d'abord il faut oublier la notion de couple. Les couples, on s'en fout. On s'en fout des couples. Ce sont les femmes qui font les enfants. Absolument. Donc, s'il doit y avoir des conseils, c'est au niveau des femmes qu'il faut le faire. C'est au niveau de l'éducation des femmes, de l'émancipation des femmes que les choses doivent se faire. Donc, c'est là qu'on va avoir petit à petit une transformation de la pyramide des âges et une évolution de la société. Ça, c'est un point absolument fondamental. Donc, quand on dit qu'il faut se stabiliser à 2 égale 2, eh bien, je suis désolé, c'est très localement et très temporairement vrai, mais c'est globalement, quand on se projette dans le temps, c'est globalement faux. Parce que 2 égale 2, si l'espérance de vie augmente, eh bien, sans que je vous fasse un petit cours de mathématiques ou d'arithmétique, si 2 plus 2 semble a priori, donne l'illusion a priori de stabiliser la population, ce n'est pas vrai si l'espérance de vie augmente. Parce que si l'espérance de vie augmente, il y a une accumulation de générations,
et la masse globale d'individus présents simultanément augmente. Donc attention à cette idée 2+2, ce n'est pas vrai, c'est faux, et ce n'est qu'une vue de l'esprit. Quant à ces problèmes de dire réduction, de dire voilà, on a un enfant et demi, 2 enfants, 3 enfants, méfions-nous de ça. Ça, c'est une vision technocratique, c'est une vision fausse, c'est une vision qui aboutit à des catastrophes. Nous en avons un exemple concret avec la Chine. En Chine, pendant 40 ans, il y a eu la politique de l'enfant unique. À quoi ça a débouché? Eh bien, vous savez à quoi ça a débouché? Ça a débouché à une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, il y a entre 80 et 100 millions de femmes qui manquent. Parce que les technologies d'aujourd'hui permettent, avec l'échographie, avec les techniques d'avortement, permettent d'éliminer les filles. Parce que les couples préfèrent avoir des garçons. C'est ainsi. On peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas la loi qui décide. Ce sont les individus qui décident. La loi ne résout rien. Ce n'est que la conscience individuelle qui se développe quand l'environnement est favorable, que les choses de façon naturelle se produisent. Et cette transition démographique est un événement naturel qui se produit dans toutes les sociétés, partout sur la Terre. Et c'est un concept qui a été développé déjà depuis 30 ans. La transition démographique est ce moment particulier où un niveau de société a un niveau de confort, un niveau de richesse et d'éducation qui fait que naturellement la prolificité baisse. Ça s'est passé en Europe, dans d'autres pays ça ne s'est pas encore passé. On est sur le seuil de la transition démographique en Chine, parce que la Chine s'est considérablement enrichie. La Chine également a des moyens coercitifs pour imposer des vues à la population. Et ce moment de transition démographique, petit à petit, il gagnera absolument tous les pays. Ayons conscience également d'une chose, c'est que cette idée un petit peu brutale, technocratique, fascisante, de dire vous devez avoir un enfant, vous devez avoir 2 enfants, vous devez avoir 5 enfants, ça ne passe pas. Sur le plan humain, c'est scandaleux de dire ça. Moi, je le dis de façon brutale, on ne peut pas imposer aux gens leur sexualité, leur pulsion fondamentale, on ne peut pas le faire. C'est la conscience individuelle qui va faire que progressivement la société va évoluer. Et c'est ce qui se fait quand on regarde l'évolution des mentalités, l'évolution des niveaux de vie, l'évolution de la prolificité entre les différents continents et entre les différents pays. Ces événements se font de façon naturelle, sans coercition. La coercition, c'est quelque chose qui est inacceptable. On ne peut pas imposer aux individus des comportements aussi fondamentaux que la régulation de leur sexualité ou de leur prolificité. C'est quelque chose qui est humainement inacceptable et qui débouche sur des catastrophes. Et la Chine va payer cette catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a entre 80 et 100 millions de filles manquantes en Chine. Eh bien, les petits Chinois, eh bien, ils ont des sacrés problèmes. Alors, ce qui est possible en Chine, parce que c'est un gouvernement très, comment dire, qui impose les choses, n'est absolument pas généralisable. Et imaginez un petit peu en Europe, et en particulier dans un pays bordélique, anarchiste comme la France, pensez-vous que c'est applicable une idée comme ça? Ça ne marche pas. Nous sommes les premiers à aller nous battre à chaque fois qu'on nous impose quelque chose. Je ne vous parlerai pas des Gilets jaunes ou de ces révoltes populaires qui sont entre droite et gauche. On ne peut pas imposer cela. Les choses se font de façon naturelle quand le niveau de conscience augmente. Donc, moi, j'ai tout à fait confiance dans le fait que la population de la planète, petit à petit, comme un jeu de domino, d'un pays à l'autre, la population de la planète va se stabiliser. Mais le problème, c'est qu'il faut que ça se stabilise vite, parce qu'on a très peu de temps. Il y a trop de monde, on l'a dit, Félix le rappelait, il y a des problèmes de consommation de matières premières, il y a des problèmes de différence de niveau de vie, et il est légitime que dans tous les pays du monde, tous les individus aspirent à avoir le confort ménager, la maison, la voiture. C'est bien d'avoir ça, c'est légitime d'avoir ce genre d'envie, avec les conséquences de destruction de l'environnement, ça. Donc,
il y a une espèce de parabole qui se fait comme cela, où nous allons avoir encore, pendant un certain temps, une croissance de la population, mais de façon naturelle, ça va ralentir ensuite. Nous, dans notre mission, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce qu'on est là-dedans? Nous, il faut accélérer ce ralentissement. Il faut ralentir, mais surtout, il faut éviter une catastrophe. Parce que dans les 20 ans qui viennent, on risque de tout faire péter. Rappelez-vous que nous entrons dans la fenêtre 2025-2035. C'est là, c'est là. Et il ne faut pas croire que le jour où les Elohim vont venir, les Elohim vont prendre en marche ils vont prendre en charge nos problèmes. L'arrivée des Elohim, c'est un électrochoc. C'est un électrochoc pour que tout le monde comprenne qu'il faut s'imposer. Ce n'est pas eux qui vont imposer, mais nous devons nous-mêmes, à titre individuel, personnel, nous imposer une discipline de changement de vie. Parce que cette surpopulation qui est en train de se produire commence à poser des tas de problèmes économiques et sociaux. Nous sommes, lisez les journaux, regardez la télévision, nous sommes des crétins incapables de cohabiter pacifiquement les uns avec les autres. On s'étripe dans tous les coins, on fabriquait des armes de plus en plus mortifères. Il y a quelque chose de terrible qui est arrivé. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans l'exploitation de l'intelligence artificielle pour la construction de machines autonomes. Alors, machines autonomes, on peut passer, oui, les voitures autonomes, ouais, mais on est en train de faire des bateaux autonomes, des sous-marins autonomes, des robots autonomes, et pas nécessairement pacifiques. Ça veut dire que les conditions sont en train de se réunir pour que tout pète. Moi, les sujets sociaux me passionnent. Je peux vous dire qu'actuellement, on n'en parle pas beaucoup, il y a une course aux armements complètement démente qui a redémarré il y a 4 ou 5 ans. Il y a 4 ou 5 ans, une course aux armements est complètement folle, partie en Chine, aux États-Unis, en Russie, dans certains pays d'Europe. Il y a certains pays d'Europe qui sont devenus de grands leaders et qui ont fait une démonstration de ce que l'on peut faire avec les machines autonomes. Rappelez-vous, c'était l'année dernière, il y a eu un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et lors de ce conflit, les Turcs sont intervenus pour donner un coup de main en Azerbaïdjan contre les Arméniens. Les Turcs ont massacré les Arméniens avec leurs drones. Les drones, c'est ce qui va très probablement exterminer une partie de l'humanité. Cela nous a été dit. Reprenez la Bible, relisez Apocalypse 8:3. Rappelez-vous les machines. Alors, on n'appelait pas ça les drones, on appelait ça les sauterelles. Ça nous est annoncé. On est dans ce moment critique où il y a trop de monde, avec des gens qui sont incapables de vivre ensemble pacifiquement, et tout le monde se prépare à se foutre sur la gueule avec des machines qui ne sont plus des arcs et des flèches, mais qui sont des machines avec de l'intelligence artificielle. Donc, nous, notre rôle, c'est de comprendre tout ça, mais d'intervenir pour faire baisser la pression, prêcher la paix, la paix, la paix. Notre rôle premier, c'est de faire en sorte que les tensions s'apaisent. On peut le faire directement par le discours, en parlant aux gens, on peut le faire par la méditation. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien que ces dernières années, le discours raélien a complètement changé. Ceux d'entre nous qui sont là depuis quelques années déjà, on voit bien qu'en 40 ans, le discours raélien, la stratégie de communication raélienne a changé à plusieurs reprises au cours de ces 40 ans. Et de plus en plus, dans les années qui viennent, on parle de l'organisation de la société pacifique. Nous méditons pour la paix. Il faut absolument gagner du temps. Parce que nous sommes dans ce mouvement, et je reviens à la surpopulation, où la surpopulation est un moment de crise avec des gens qui sont incapables de vivre ensemble, incapables de partager. Il y a tellement d'écarts d'un pays à l'autre, il y a tellement d'écarts d'un continent à l'autre, que ça crée des tensions, ça crée des frustrations, ça crée des antagonismes.
Je sais que c'est un sujet délicat. Il y a ici ce soir avec nous 2 ou 3 représentants d'Afrique et je sais que c'est un sujet très délicat. C'est difficile de parler de cela sans qu'ils se sentent agressés. Mais je le dis, il y a Taï qui est là, il y a Tchéli qui est là, il y a plusieurs Africains qui sont là. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, je vous parle avec amour. Nous sommes dans un moment critique et il est légitime que les Africains souhaitent avoir un niveau de vie équivalent à celui des Européens. Mais il faut absolument que ça soit régulé dans la masse, et en particulier que les Africains, je vous communiquerai des courbes si vous voulez, réduisent la pyramide de leur population. Parce qu'ils ont une pyramide absolument gigantesque, avec une base qui est gigantesque. Quand la base est gigantesque, ça veut dire qu'elle va rester large dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Et les 30 ou 40 ans qui viennent, ça veut dire qu'on va être en plein dans la période où les choses vont se faire, où il y aura en quelque sorte une espèce de jugement. Les Elohim ne vont pas prendre en charge la résolution de nos problèmes. Nos problèmes, ce n'est pas les leurs. Et si on n'est pas capable de vivre pacifiquement, si non seulement on se fout sur la gueule, mais que même éventuellement on menace des gens venus de l'extérieur, alors je vous le dis tout net, il vaut mieux qu'on disparaisse. Si nous devons être une menace pour l'humanité, si nous devons être une menace pour les visiteurs extérieurs, il vaut mieux qu'on disparaisse. Alors je vous laisse à cette réflexion qui va bien au-delà du problème de la surpopulation, mais qui pose vraiment le rôle que nous avons, nous, là-dedans. Nous, on est là-dedans pour parler des messages, pour transformer la société, pour parler d'un modèle de société qui est le paradisme. Après, les gens, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais dans les années qui viennent, c'est pas loin, ça arrive, 2025, 2035, il va y avoir une montée en puissance avec l'arrivée des Elohim. Les Elohim arriveront avant 2035. Ils ne vont pas débarquer pour prendre en charge nos problèmes. Ils vont venir pour, en quelque sorte, nous donner l'ultime avertissement en nous disant « Mais vous êtes des fous furieux, vous êtes des malades, vous êtes des inconscients. Changez vos comportements. Changez vos comportements. Arrêtez de proliférer. Arrêtez de construire des armes. Arrêtez de vous foutre sur la gueule. Parce que l'histoire risque de s'arrêter. Ils viendront, et comme ça a été annoncé, ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que rappeler ce qui a été dit. Ils viendront, ils nous donneront le dernier avertissement. Et après, ils nous laisseront nous démerder. Et si on veut s'exterminer, alors ça sera une bonne chose. Mais ce dernier avertissement peut en quelque sorte provoquer un électrochoc, un sursaut de l'humanité entière pour dire oui, changeons notre organisation, travaillons ensemble, construisons une société paradiste, arrêtons de construire des armes et de nous foutre sur la gueule les uns les autres. Mélangeons toutes les races pour que la Terre ne devienne pas un patchwork de populations en compétition les unes avec les autres, mais une véritable population humaine. Et quand ces mélanges se feront, on retrouvera exactement comme ça a été fait chez les Elohim, des populations qui auront les traits communs de toutes les races de la Terre. L'étape ultime de l'évolution de la population, c'est la fusion de toutes les races, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule race. Ces idées qu'on a aujourd'hui de dire, ah oui, il y a des jaunes, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des rouges, c'est quelque chose qui doit absolument disparaître. Nous ne serons vraiment sur ce domaine tolérants les uns vis-à-vis des autres que quand on aura mélangé nos chromosomes. Et ça, c'est pour après-demain. Voilà, j'arrête parce que ce n'était pas du tout prévu que je parle ce soir. Et donc, ce que je vous ai jeté, c'est vraiment on dit c'est du dégueulando. C'est vraiment, ça sort comme ça vient, avec de l'émotion, parce que pour moi, c'est fort. C'est quelque chose que je vis fort. C'est quelque chose dont je parle avec passion. Tout se joue dans les 15 ans qui viennent. Il faut faire baisser la population. Il faut faire augmenter le niveau de tolérance. Il faut arrêter de construire des armes. Il faut arrêter de mettre de l'intelligence artificielle dans des machines à tuer. Et là, on en est là. Et la surpopulation, c'est un élément parmi beaucoup d'autres. C'est un élément parmi beaucoup d'autres. On peut en parler. On peut en parler. C'est également l'occasion, c'est une introduction pour parler des messages de la surpopulation.
C'est montrer la vision de l'avenir, la fusion, le mélange de toutes les races de la Terre. Montrer que nous pouvons nous enrichir par nos mutuelles différences. Enrichissons-nous par nos mutuelles différences. Et arrêtons de nous foutre sur la gueule, non seulement parce qu'on a une couleur de peau différente, mais parce qu'on a des idées différentes. Tous les conflits du passé, tous les conflits locaux du passé sont le résultat de l'intolérance. Regardez les conflits religieux. Combien de millions, de centaines de millions de morts pour les conflits religieux. Et ça continue aujourd'hui. Allez faire un tour au Moyen-Orient. Allez voir un petit peu en Israël, en Palestine, en Syrie, en Irak, en Iran. Vous avez des gens représentants d'un courant de pensée. Mais c'est quoi une pensée? Il y a 2 neurones comme ça qui travaillent ensemble, qui échangent quelques molécules, et on va se tuer parce qu'on n'a pas les mêmes molécules qu'on échange. Folie! Il faut arrêter, il faut arrêter. Et pour donc le problème de population, mélangeons-nous, mais freinons le grand élan de population. Voilà, j'en ai trop dit déjà. J'arrête. Marcel, c'est une messe. C'est formidable. Si je me permets d'acheter une petite chose, c'est ce qu'a dit Marcel. C'est vrai qu'il y a des éléments qui ont été dits, qui sont assez, qui ont été assez durs, je veux dire, qui ont été dits de façon un peu dure, Marcel, hein, sur l'arithmétique. Mais en tout cas, pour la Chine, par exemple, c'est parce que justement, ils n'ont pas tenu compte de la culture. Lorsqu'ils ont décidé de ce calcul complètement faux, justement. On n'a pas tenu compte de la culture. Alors, c'est pour ça que justement, nous devons mettre tout ça ensemble et sortir quelque chose de gentil. C'est l'expression que j'aime bien utiliser pour ça. De gentil pour dire très humain. Vous décidez de faire un enfant à tout le monde, vous imposez ça à tout le monde. Dans la culture, l'enfant qui vaut la peine de faire, c'est un homme, ben on te fait un homme, quelques années plus tard, c'est la catastrophe. C'est cela. Mais aussi sur les questions comme lorsque la pyramide devient un as de pique, on a l'impression que ce n'est pas les enfants qui s'occupent des vieux. Ben si, c'est exactement ça. Parce que là aussi, il faut regarder. C'est pour ça que les enfants, il faut qu'il y en ait toujours. Mais comment, c'est la question. C'est sur ça qu'on doit réfléchir. Parce que quand on regarde bien dans les sociétés comme les nôtres, ici, évidemment, oui, la retraite, on va dire, les enfants, immédiatement faits, quand on devient vieux, s'occupent de leurs parents, on va dire presque propres parents. Mais en général, c'est un peu plus savant que ça. C'est un peu mieux élaboré. Les enfants d'un village s'occupent de tous les vieux du village. Mais est-ce que c'est vraiment différent? Lorsqu'on a la pyramide inversée aujourd'hui, en France par exemple, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce que j'entends dans les médias, c'est qu'ils sont nombreux qui se plaignent, qui travaillent pour payer les pensions des autres, des vieux, c'est-à-dire des jeunes qui sont donc les enfants des vieux. Même s'ils ne sont pas leurs enfants directs, biologiquement parlant, mais c'est eux qui bossent. C'est-à-dire qu'il y a toujours des enfants. C'est bien organisé, on dit c'est l'État qui organise, mais qui travaille. Quand il n'y a plus d'enfants dans le pays, ben on fait venir la main-d'œuvre, c'est-à-dire d'autres enfants, des enfants d'autrui. D'ailleurs, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des enfants. Le comment, on va regarder. Le comment on va faire que ça ne nous produise pas la catastrophe, je suis d'accord avec Marcel. Juste un mot, Félix, s'il te plaît. C'est ça qu'il faut regarder. Je suis tout à fait d'accord avec le descriptif que tu fais de la société qui est celle où tu es. Et cette société, c'est le modèle du passé. Dans les sociétés qui sont peu développées comme celles que tu as autour de toi, ce sont les solidarités qui permettent de vivre. Mais petit à petit, quand un État se développe, lorsque la richesse est là,
on construit des modèles de protection collective. C'est ce que j'appelais tout à l'heure des modèles de protection familiaux et claniques par rapport au modèle de société où la protection est une protection collective. La protection collective, ce sont les pays où, par la cotisation, par le travail de tous, il y a des systèmes de sécurité sociale, de protection maladie, de retraite. Et donc, quand on bascule de l'un à l'autre, les mentalités changent totalement. Dans le modèle de société que tu connais, il y a des solidarités très fortes, parce que c'est les solidarités de la famille et du clan qui permettent la structure de la société. Mais quand le pays s'enrichit, on est de plus en plus individualiste et de plus en plus égoïste. Alors on peut rêver en disant, oui, on va revenir en arrière. On ne reviendra pas en arrière. La flèche du temps ne va que dans un seul sens. Donc, tu as tout à fait raison dans ton témoignage. Je le comprends, je l'admire et je le regrette pour nous parce que nous avons perdu ça. Nous ne sommes plus dans cette société de solidarité. Nous sommes dans des sociétés, les sociétés occidentales, les sociétés développées sont fantastiquement individualistes et égoïstes. Et c'est là que les choses changent. Mais justement, Marcel, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a pris cette solidarité-là, on a essayé de l'organiser d'une certaine manière, mais qui conduit à la catastrophe que nous connaissons. Et c'est pas qu'on ne peut pas inverser l'entreprise. Oui, l'entreprise, on ne peut pas l'inverser. Mais il faut regarder justement comment on va faire pour s'éloigner de cette mauvaise politique qui engendre l'égoïsme partout. Mais je suis d'accord avec toi, Marcel, quand tu dis il faut que l'Occident, par exemple, élève le niveau de vie de l'Afrique, mais avec sa culture telle qu'elle. Parce que ce qui est aujourd'hui, et je crois que je l'avais dit à la dernière émission, c'est que l'Occident, justement, en tout cas pour les pays francophones, la France en particulier, mais participe à garder les pays ex-colonisés dans cette misère, qui fait que finalement, l'Eldorado, c'est d'aller en Europe, etc. Il faut justement qu'on aille vers cette société-là. Mais j'allais dire, peut-être en élargissant la base de la solidarité, mais d'une solidarité véritable. C'est pour ça que si j'étais politicien en France, je serais plutôt de gauche. Si j'étais français, je serais un vrai homme de gauche, de la tradition des hommes de gauche, où on va, mais il faut qu'on fasse basculer tout ça. Les sociétés mercantiles, le modèle de société aujourd'hui, mercantile qu'on a mis sur pied, mais c'est ça qui fout tout ce modèle que tu as si bien présenté justement. Donc, il faut regarder. C'est pour ça que je continue de dire, il faut que nous allions, mais en profondeur, aller toucher du doigt. On regarde une question de surpopulation, mais il y a des questions qui sont là, qu'il faut toucher du doigt, qui touchent notre conscience, notre humanité, et qui vont nous mettre sur la voie véritable d'une société planétaire gentille, donc plus humaine. C'est de ça qu'il s'agit effectivement. C'est pour ça que je dis, allons regarder, allons de l'État, allons regarder. C'est des modèles, on a construit. La Chine a, pendant 70 ans à peu près, imposé, fini par construire un modèle, mais complètement, comme vous l'avez dit, tordu, faux, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de tout. Et comme ils avaient les moyens d'imposer leurs règles à tout le monde, ben ça a donné, aujourd'hui, ils essaient de rattraper ça de manière... les Chinois vont se marier au Vietnam, au Cambodge, etc., justement pour essayer de résoudre ce problème-là. C'est tous ces problèmes-là que je continue de penser qu'il faut regarder. Une pyramide des âges, elle s'inverse, justement. Alors, si naturellement, oui, mais les gens ont tendance à... Je suis d'accord que c'est un problème à régler d'une manière globale. Ce n'est pas dans telle ou telle région de la Terre qu'on réglera ça. Il est impératif de mettre en place le plus vite possible un gouvernement mondial pour réguler les flux entre les continents et entre les pays. Et ce n'est qu'à travers ces grands concepts que nous avons, qui sont l'humanitarisme, qui sont la génocratie, qui sont la société paradiste, mais au niveau mondial, que nous pourrons rééquilibrer les choses. Mais en attendant, ça c'est en quelque sorte la vision lointaine. Nous pouvons espérer, nous pouvons rêver à une société paradiste. On peut rêver à une société pacifiée. Mais entre les deux, il y a une transition. Et c'est là que nous avons un rôle à jouer, parce que la transition, on n'est pas du tout sûr qu'elle se passe bien. C'est là que nous avons un rôle à jouer pour donner des modèles de société, pour
suggérer des changements de comportement. C'est là qu'est notre rôle. Merci. Merci à tous les deux parce que vous avez amené un éclairage vraiment très, très, très fort, très puissant sur notre avenir à nous, Raéliens, parce que ça laisse envisager, comme tu le dis, Marcel, un engagement de notre part assez puissant. Moi, je suis un peu rassuré de savoir que le prophète, il a réussi à tisser une toile à travers le monde de gens qui peuvent devenir conscients et des influenceurs sur toute la planète. Ça, c'est l'avantage que nous avons par rapport à beaucoup d'autres systèmes, c'est que nous avons une toile d'araignée qui est en train de se tisser et qui, chacun d'entre nous, peut être un catalyseur de réflexion et de porteur de nos idées. C'est ça qui est fantastique. Il faut que chaque Raélien comprenne bien qu'il a une mission qui est importante dans ce domaine, parce que ce que vous venez de soulever tous les deux, là, c'est quelque chose qui... Le commun des mortels et l'influenceur même ou le décideur sur la planète se doit d'entendre ce discours-là. C'est indispensable pour qu'on réussisse à faire changer les choses. Il va y avoir des chamboulements assez importants aussi du côté des technologies, la redistribution des technologies, de l'économie et comment ça va se passer. Ce gouvernement mondial, il ne va pas se faire en claquant des doigts parce que chacun veut garder ses précarés. Donc, ça va être une action très, 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 je dirais, difficile à mettre en place, à mon avis, si ce n'est que elle peut être très rapidement en place en termes de gouvernement mondial par le biais de l'argent, de ceux qui ont l'argent et qui peuvent le mettre en place, mais ça ne sera pas nécessairement favorable pour tout le monde. Il y a un autre monde plus pacifique, plus d'amour qui à mettre en place. Et je crois que là, nous avons quand même un énorme challenge dans les mains. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais c'est notre rôle, là, je pense. Les Elohim nous disent, nous viendrons quand nous apercevrons que vous avez commencé à mettre en place des choses, générer la paix, mettre l'idée d'un nouveau modèle de société, et puis penser à nous rencontrer. Ces trois axes très importants, en fait, que nous portons en nous. Et je crois que c'est ça la mission des Raéliens. Oui, moi je suis d'accord qu'on ne se fasse pas trop de pression. Hein, je crois que c'est elle qui disait « let it flow, let it go ». On laisse les choses, on ne s'arrête pas, on ne s'avoue pas vaincu, on n'abandonne pas la terre à tous les méchants qui sont en train d'en faire un enfer. Mais non plus, il ne faut pas qu'on se sente mal. Déjà, ça risque de nous bouger nous-mêmes, ce n'est pas bien. On doit rester bien. On doit se sentir bien en faisant ce que nous avons à faire. Et je crois que c'est le sens que ce que nous faisons déjà, une minute pour la paix, essayer de ramener les gens, conscientiser les gens à comprendre que nous sommes tous frères et milieux, situés entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, mais tout le temps, en permanence. C'est ça qui est merveilleux. Et bien sûr, essayer, mais c'est ce que nous faisons, essayer. C'est pour ça qu'il faut un discours qui touche, je dis bien un discours, un message. Parce que Marcel l'a dit, c'est philosophique. C'est un discours qu'on va faire. Ce n'est pas nous qui allons prendre un décret, dorénavant, allez, hop, non. On va dire, pour faire prendre, élever le niveau de conscience, que les gens comprennent, que les gens réalisent que l'amour, c'est notre plus grand allié, que d'être ensemble, de la diversité, c'est ça qui fera de nous des êtres heureux pour longtemps, faire de la terre un paradis. Donc, en même temps, c'est vrai, la terre, on va dire, entre guillemets, brûle, mais en même temps, on peut être serein, on peut être calme. On fait juste qu'on a affaire, doucement, doucement, on travaille, on réfléchit, on médite. On essaie de prendre tout ce que les Elohim nous ont donné et de le mettre à la disposition de tout ce qui nous entoure, de le dire dans la mesure de ce qu'on aura pu en comprendre, mais en tout cas, d'essayer de le dire de manière juste, de manière gentille et de manière à ce que ça puisse aider les gens qui nous entourent à aller vers plus d'harmonie, plus de gentillesse, plus de beauté, plus de, etc., de fraternité, tout ce qu'il y a de bien dans ce sens-là, qui nous mettent ensemble pour que nous formions, nous construisons ce paradis. Hein, Jean-Pierre, nous sommes là, ce paradis que nous appelons tous, de tous nos voeux. Mais
c'est pas de se sentir mal. Parce que mais c'est vraiment, il y a des moments où on pourrait se sentir véritablement mal, hein, à voyager et à regarder ou à suivre la télévision. Ou à suivre la télévision, voir ce qui se passe sur la Terre. On pourrait se sentir mal. On ne comprend pas. Et on a l'impression que, effectivement, c'est une marche qui est. On ne sait pas qui conduit. Et quand vous écoutez les spécialistes de toutes les questions, de tous les sujets, on ne sait pas qui conduit et puis ça bouge tout seul. Là, les sociologues, les anthropologues, les politiques, les politiciens, tout le monde, comme si ça poussait tout seul et puis qu'on était obligé de subir tout ça. Non, je pense qu'à ce moment, il faut quand même qu'il y ait des gens qui pensent, qui réfléchissent et qui arrêtent les démarches et qui essaient de les faire s'implémenter, hein, par la prise de conscience. Et je crois que nous sommes dans cette démarche-là. En tant que raélien, en tant que religion, philosophie, donc, essayer de dire un discours qui va faire que les gens puissent aimer la vie et s'organiser à la vie telle qu'elle est. C'est ce qu'ont fait les anciens prophètes, comme les anciens philosophes, hein, les Épicure, les Lucrèce et autres. Je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire et ça a fini par marquer l'humanité beaucoup de siècles, même des millénaires après. Bon, voilà un peu ce que je peux dire sur cette question-là. Et moi, je suis heureux, je suis, après, je ne sais pas si c'était fini, mais en tout cas, heureux de cet échange, parce que justement, quand on dit on va faire quoi, ben voilà, il y a déjà qu'il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on regarde, il faut qu'on dise, tiens, c'est un problème et qu'il faut le résoudre. Et si ici on voit un problème là, on ne le voit pas, c'est pas bien. D'accord? Et il faut ici on voit un problème. Là aussi on voit un problème, il faut qu'on voie, qu'on regarde si objectivement, si dans la réalité, le problème est effectivement et où. Comme ça on le résout véritablement. Les modèles, effectivement, de société, mais il y a beaucoup à dire sur ce qu'ils seraient, sur ce qu'ils pourraient être, sur ce qu'ils ont été. Il y a beaucoup à dire. C'est pour ça que les anthropologues et les sociologues, ça ne finit jamais d'écrire des choses sur certaines sociétés, parfois même des petites sociétés de rien du tout, enfin de rien du tout. De très petites sociétés, mais qui fatiguent, parce qu'il y a tellement de choses, de paramètres, de types de tenir compte, etc. Et donc, construire une humanité de paradis, c'est un chantier, j'allais dire. C'est un chantier, quand on aura réussi, eh bien, je comprends pourquoi les élites disent que lorsque nous y parviendrons, eh bien, nous mériterons leur héritage. Donc, comme a dit Marcel, donner le dernier avertissement, et après, ils nous regardent. On est capable de résoudre nos problèmes, de faire de la Terre un paradis. Alors là, on pourra compter parmi les civilisations de l'univers, de l'infini, qui sont capables de, n'est-ce pas, servir cet infini-là, être la conscience de l'infini qui prend conscience de lui-même partout. Oui. Voilà. Merci. Une chose qui est rassurante, c'est que les Elohim nous disent une chose qui est forte. Agissez, ne portez pas sur vos épaules de la souffrance, de la douleur par la connerie des gens qui y a autour de nous. Ils ne le disent pas comme ça, mais presque. Et agissez simplement et soyez heureux de ce que vous faites et ne soyez pas malheureux donc de la connerie des autres. Ça sera toujours payant à un moment donné. Soit l'humanité, comme le disait Marcel, ne sera pas digne de vivre, et là, bon, ça sera ainsi, ou bien on réussira à passer, mais on aura fait notre travail, c'est ça qui est intéressant. Faut surtout continuer notre engagement qui est merveilleux, parce que aucun modèle actuellement, qu'il soit religieux, social, politique et autres, ne nous donne un tel deal. C'est fantastique, le deal de confiance qu'on nous a mis dans les mains, et personne sur la Terre ne nous en a donné un égal. On peut être honoré de l'avoir découvert et puis de l'avoir accepté puis de le mettre en œuvre. Ça, c'est fantastique. Je suis fier d'être raélien, je suis fier d'être avec vous, moi, en ce qui me concerne, quand je regarde les beaux visages qu'il y a là et qui sont des gens qui veulent que ce monde soit beau. Moi, ça me donne plein d'espoir. Je suis pratiquement sûr qu'on réussira. Voilà. Il faut déjà être pour soi-même. Ben,
Soyons bons. Reflet du monde. Merci. Vous vous rendez compte, il est 22h20. On était là pour 1 heure. Je suis désolé. Non, 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 au contraire. Sois heureux de nous avoir, comment dire, éclairé beaucoup et puis avoir incité Marcel à aussi s'ouvrir parce que j'attendais qu'il s'ouvre aussi avec beaucoup d'espérance. Il l'a fait, c'est super. Merci à toutes et à tous. Prenez-en vraiment de la bonne réflexion pour les semaines à venir parce qu'il y a de quoi réfléchir. Il y a de quoi construire beaucoup de choses en nous individuellement puis dans cette société. Merci à tous et puis bonne diffusion parce que la mission continue. Il faut aller porter ce message partout autour de nous. Merci, bonne soirée. Merci. Merci à tous, merci Tchelik. Merci Tchelik, merci Marcel. Merci tous les autres. Merci à tous.